Aujourd'hui, je vous parle d'un jeu que j'ai joué plus d'une vingtaine de fois depuis le mois de janvier, que vous allez pouvoir jouer avec des joueurs un peu avancés, mais avec des joueurs en famille. C'est un jeu localisé en français par Intrafin, un jeu édité par Cranio Édition, où le des gammes experts et gamme initié plus, là c'est vraiment une gamme famille plus, c'est-à-dire que vous allez vraiment pouvoir jouer avec le plus de monde possible, c'est-à-dire, je vais vous parler de Echoes of Time. Alors c'est vrai que sur la guerre à jeux, on fait pas beaucoup de jeux familiaux, c'est plutôt des gros crowdfunding ou des gros jeux experts, mais ce titre m'avait un peu accroché l'œil, on va dire, m'avait attiré l'œil. Donc un jeu de Giovanni Calore et un jeu de Simon Luciani en designer et de Roberto Pelle. Et c'est vrai que quand j'étais allé sur le stand d'Intrafin à Vichy Pro, et ben j'avais regardé ce jeu, pas cet œil, d'un œil en disant oh tiens dis donc ça joli, j'aime bien les illustrations, c'est très très onirique, fantasy onirique. Et donc je m'étais un peu intéressé sur le jeu et Intrafin m'a ensuite envoyé la copie. Et d'ailleurs vous avez déjà vu une première vidéo où j'expliquais un peu les 3 nouveautés d'Intrafin, cela en faisait partie et c'est pour les joueurs plus on va dire qui jouent en famille, et donc c'est pour ça que j'ai pu y jouer une vingtaine de fois. Et donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? Eh ben je vais vous expliquer très rapidement les règles du jeu. Ensuite je vais vous montrer évidemment aussi le matériel qui est à mon goût très très joli, et ensuite je vous dirai à mon avis pour quel style de joueur c'est destiné et peut-être à qui ça pourrait ne pas convenir, et ensuite je vous dirai aussi moi ce que j'en ai pensé après mes 20 parties. J'espère en tout cas que vous êtes prêts, on va pouvoir changer de caméra et sans plus attendre on va parler donc de une de ces nouveautés d'Intrafin, mais vous allez pouvoir jouer en famille. Let's go. Donc Echoes of Time, qu'est-ce que vous avez dans cette boîte? Donc distribué par Intrafin. Vous avez un livret de règles très rapide à lire et y a pas de souci dans la lecture des règles, etc. Aucune incompréhension, ça s'explique très vite. Vous allez voir en 10 minutes maxi, vous allez expliquer les règles. Vous avez vu, il y a pas énormément de pages, et la particularité c'est que c'est très onirique. Il y a des illustrations qui sont très très jolies. Enfin en tout cas moi j'aime beaucoup. Et vous avez même dans les plateaux aussi, des plateaux qui sont très beaux aussi. Hein, vous voyez, voilà, pareil. Bon, en October, il y a les illustrations de tous les côtés, et vous allez avoir aussi en illustration donc les plateaux qui vont se construire avec des jolies illustrations de chaque côté. C'est vraiment moi j'aime beaucoup j'ai tombé un peu amoureux des illustrations du jeu, et vous avez plus de 105 cartes que vous allez jouer. Alors pourquoi? Parce que vous allez vous allez faire un peu une espèce de dungeon building avec vos cartes. Vous allez jouer des cartes dans le jeu et vous allez avoir des factions. Vous avez 4 factions dans ce jeu. Alors, je vous montre un tout petit peu comme ça, puis après on va y revenir en détail. Ah, il est toujours là, notre barde. Ça fait plaisir. Il y a des bardes, il y a des instruments de musique, il y a des cartes à l'envers, il y a des cartes à l'endroit. Ça c'est moi. Voilà, mais vous avez tout plein d'illustrations que moi personnellement qui m'attire l'œil. Je trouve ça vraiment très sympa. L'univers de ce jeu est vraiment très chouette, vraiment très très chouette. C'est à la fois un peu sombre et à la fois coloré également, donc c'est très sympa. Je vais pas vous défiler toutes les illustrations du jeu, mais en tout cas vraiment un très joli jeu. Donc ok, qu'est-ce qui se passe dans le jeu? On va pouvoir jouer de 2 à 4 joueurs. Il n'y a pas, il y en a qui vont déjà en train de râler en disant il n'y a pas de mode solo sur ce jeu. Et pareil, tant mieux parce que c'est pas spécialement fait pour. Toujours pareil, moi je dis si jamais vous voulez jouer solo, c'est on peut prendre des modes famille, mais là voilà, en tout cas ça se joue de 2 à 4 joueurs et pas en solo. Et donc, évidemment c'est destiné pour ceux qui jouent pas en solo. Je sais qu'à la garage il y en a pas mal qui jouent solo, mais vous jouez aussi solo parce que souvent on n'a pas le public aussi pour jouer avec nous. Ce jeu-là, ça s'explique en 10 minutes. Moi j'ai joué avec papy, on exagère un peu, mais je joue avec tout le monde, avec mon frère qui joue pas souvent, avec les parents, avec les amis qui sont pas joueurs. Donc vraiment vous pouvez sortir ce titre avec tout le monde, et les parties vont durer à 2 joueurs c'est 40 minutes, à 4 joueurs c'est 1h20 à 4 joueurs. Voilà, maxi. Donc c'est vraiment alors ça je vous dis ça dans les timings de mes parties évidemment, hein, attention. Donc voilà, comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on y fait dans ce jeu? Parce qu'évidemment, comment ça marche? Alors vous allez avoir en fait donc des cartes, hein, vous allez avoir des collections de cartes avec des factions, et le but du jeu ça va être quoi? Ça va être d'avoir le plus de points de victoire, jusque là rien d'original, mais ce qui est particulier, la particularité de ce jeu c'est qu'on va donc jouer des cartes, on va les placer ces cartes-ci, et pour les jouer elles vont avoir un compteur de temps et un coût. Donc on voit par exemple cette carte-ci. Pour la jouer, il va falloir défausser 5 cartes de notre main, et c'est comme ça que ça va marcher, c'est-à-dire qu'en fait, il va falloir défausser des cartes, donc on va devoir décider quelles sont les cartes qu'on garde et quelles sont les cartes qu'on garde pas
pour pouvoir jouer des cartes. Donc c'est ça un peu le twist, c'est-à-dire de se dire, bah, cette carte ça me plaît, mais je suis obligé de faire des choix. Est-ce que je la garde pour la jouer ou est-ce que je l'utilise en tant que ressource? Donc il faut que je défausse 5 cartes pour pouvoir jouer cette carte, et elle va arriver directement en jeu dans ma compagnie. On va y revenir tout à l'heure. Mais vous avez des cartes comme celle-ci qui vont mettre 2 de temps, donc 2 tours pour arriver dans ma compagnie. Ma compagnie, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle sera activée, elles vont pas s'activer directement, sauf celles qui ont 0 de temps. Donc il y a un côté programmation, moi que j'aime bien dans ce genre de jeu, où vous allez devoir programmer les cartes qui vont arriver, mais elles vont pas toutes arriver de suite. Donc déjà ce twist là, programmation dans la durée et la façon dont vous allez jouer vos cartes, c'est plutôt intéressant. Vous allez avoir des factions, donc on a 4 factions dans le jeu, on a la terre, on a l'eau, qui est ici, on a la terre, on a l'eau, on a le ciel et on a le bois. Donc voilà, après on voit un peu les factions, les différentes factions du jeu, là, voilà pour le bois, et on va avoir une autre faction, on a dit le ciel, qui est ici. Donc voilà, ça pourquoi? Parce qu'en fait, dans le twist un peu du jeu, évidemment, on va avoir les factions qui veulent un peu dominer dans les lieux, et donc l'idée c'est de faire dominer les différentes factions dans les lieux et de faire en sorte d'avoir notre colonie. Pourquoi notre colonie? Parce que en fait, donc ici, au-dessus de notre plateau, ça va être notre colonie. Donc quand je vais jouer les cartes que je vous ai montré, par exemple si je joue celle-là à 0, bah du coup elle arrive directement, mais il faut que je défausse 5 cartes, et après j'aurais peut-être plus rien en main. Ce qui est difficile, c'est qu'après vous n'aurez pas une tonne de cartes dans votre main. Et elle arrive dans ma colonie. Si par contre je joue celle-ci qui a une valeur de 3, je défausse, elle me demande de défausser 3 cartes, et elle arrive à la valeur 3, et on voit qu'ici le 3, il est là, donc elle va arriver là, dans ma forêt. J'appelle ça, voilà, la forêt. Et on peut avoir 2 cartes par emplacement dans notre forêt. Et quand le tour sera terminé, en fait, notre plateau, c'est un peu le twist du jeu. Alors c'est un peu gadget, on serait pas obligé de faire ça. Il y a des joueurs qui râlent un peu dans les joueurs que j'ai fait jouer, on me dit ouais c'est un peu gadget, on n'est pas obligé de faire ça. C'est vrai, moi ça me gêne pas plus que ça. Il y a des gens que ça gêne de faire ça, mais en gros, voilà, vous allez avoir la tuile qui est ici, vous allez mettre là à gauche et vous allez faire avancer comme ça votre plateau. Et petit à petit, vos cartes vont, elles vont éclore, façon de parler, mais en tout cas elles vont arriver dans votre compagnie. Voilà. Donc on va jouer comme ça différentes cartes qui vont mettre un certain temps à arriver, et une fois qu'elles sont dans votre compagnie, elles vont faire leurs effets. Le but étant d'avoir le plus de points de victoire possible. Comment on gagne la partie? Quand c'est que ça s'arrête? On va gagner si jamais on a 12 cartes dans notre compagnie, et dans ce cas-là, la partie va s'arrêter à la fin du tour, et on comptera les points de victoire qui sont ici sur les cartes. Ou alors, on va avoir un certain nombre, en fonction du nombre de joueurs, on va avoir un certain nombre de points de victoire dans une réserve, et une fois que la réserve de points de victoire en fonction du nombre de joueurs est vidée, pareil, le tour va se terminer, on terminera le tour en cours, et on comptera les points. Évidemment, pour encore gagner des points de victoire jusqu'à la fin du tour, même s'il n'y en a plus dans la réserve. Mais logiquement, quand vous gagnez des points de victoire, c'est ceux qui sont disponibles dans la réserve. Réserve commune, et après vous gagnez des points de victoire. Troisième façon de mettre fin à la partie, on va avoir au hasard, il y a plusieurs sources, on va en tirer 2 en début de partie, et si jamais les 2 sources sont fortifiées, donc elles sont pas juste contrôlées mais fortifiées, si 2 sources sont fortifiées, on y viendra tout à l'heure, la partie prendra fin aussi. Donc 3 façons de mettre fin à la partie dans Echoes of Time. Si jamais vous avez 12 cartes en jeu, quelqu'un a 12 cartes en jeu, si les deux sources sont fortifiées, peu importe par quel genre de joueur, hein, ou alors si vous avez plus de points de victoire ici. Voilà les 3 façons de scorer. Alors, si on revient sur nos histoires de cartes, vous allez commencer avec 7 cartes en main, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, et en début de partie, vous allez dire à la mise en place, vous allez choisir une carte que vous allez mettre dans votre compagnie, là ou en préparation, si jamais elles ont toutes du temps de préparation, vous allez défausser les autres, tout le monde va faire ça. On va avoir un jeton premier joueur, et là, bim, c'est parti, on va commencer notre tour de jeu en partant du premier joueur et dans le sens de l'aiguille d'une montre. Donc on a ce qu'on appelle la phase ici qui est la phase de préparation, une fois qu'on a fait la mise en place. Phase de préparation qui est quoi? La phase de préparation, elle nous le marque ici. On va bouger, donc la tuile qui était ici, elle va décaler, et donc les cartes qu'on avait jouées, supposons, je dis n'importe quoi, que j'avais joué cette carte-ci, elle me coûte, hop, 0 carte pour la jouer, donc ça tombe bien, je vais rien défausser de ma main, et 3 de temps. Donc supposons je joue celle-ci, donc 3 de temps, elle arrive là, tout le monde a fait ça à la mise en place, a mis une carte parmi ces 7 qu'il avait tiré au hasard dans le gros paquet, et ensuite, on va faire la phase d'entretien, donc ici, boum, tout se déplace, ça va arriver là. Donc tout le monde aura le même, vous voyez les flammes, il y a des couleurs de flammes, tout le monde aura la même mise en place en début de partie. Sauf qu'évidemment, quand vous allez faire bouger votre plateau, ça se peut que votre mise en place, elle bouge au niveau des enchaînements de la flamme qui est sortie ici. On y viendra tout à l'heure pourquoi il y a ça. Donc une fois qu'on est là, j'ai fait la phase d'entretien de façon collective, tout le monde le fait. De façon collective, dans le sens des aiguilles du premier joueur, on va piocher une carte, ce qui est marqué ici. Donc d'abord on déplace les cartes du plateau.
Ensuite, on va piocher une carte, sachant que si jamais, lors de mon déplacement, j'ai une carte qui sort, qui était ici, qui sort là, elle va arriver dans ma compagnie, et je vais faire ces effets, on y viendra tout à l'heure, les effets de la carte. Ça peut être des effets instantanés, des effets de points de victoire, des effets continus, et c'est là où vous allez faire de l'engine building, c'est-à-dire que vous allez créer votre moteur de jeu avec les cartes que vous allez mettre dans votre compagnie. Donc là, donc à chaque tour de jeu, je vais piocher une carte, et là c'est mon tour. À mon tour de jeu, je vais pouvoir faire une action, et après chacun va jouer une action dans le tour sans aiguille d'une montre, et après on va faire notre deuxième action. Pareil, chacun son tour, on tournera 2 actions, et une fois qu'on aura fini, et ben on aura la phase qu'on appelle la phase d'entretien. Donc je vais faire une action, si c'est moi le premier joueur. Dans mes actions, je peux ou piocher 2 cartes, ce qui est marqué ici, on le voit très bien sur le plateau. Ou je pioche 2 cartes, ou je joue une carte, ça veut dire jouer une carte dans ma forêt. Ou alors je déplace 2 cartes, donc attention, c'est pas le plateau, je peux déplacer une carte de 2 ou 2 cartes de 1, voilà, sachant que je peux pas avoir plus de 2 cartes sur un même emplacement. Sinon je suis obligé, quand je dois placer, de le placer sur le temps précédent. Attention. Donc je peux déplacer, et dernière chose, je peux sinon essayer de voler une source et essayer de la posséder. Première fois, c'est d'abord je vais essayer de l'acquérir, et ensuite l'idée c'est que pour plus qu'on me la vole, il va falloir que je refasse plus tard une autre fois, mais je peux pas le faire sur la même action, refaire ça ou sur un autre tour pour la fortifier, on y viendra tout à l'heure. Si j'arrive à la fortifier au début, j'essaie de la contrôler, la source, et si je la fortifie, plus personne ne pourra me la voler. Voilà les actions qu'on peut faire dans le jeu. Donc piocher 2 cartes, ou jouer une carte, ou déplacer 2 cartes dans la programmation, ou alors essayer de conquérir et faire du combat au niveau des sources. Et on a des actions gratuites, qui est jouer à tout moment durant notre tour nos flammes, si on a des cartes qui ont la flamme correspondant à la tuile qui est sortie, donc là une flamme jaune, si on en a dans notre compagnie, on va pouvoir en action gratuite les activer, que ce soit sur nos sources ou dans nos cartes. Et comme action gratuite, on va pouvoir aussi mettre des cartes qu'on a, des guerriers qu'on a dans notre compagnie, les mettre sous notre source si on en possède une, pour augmenter la valeur de combat. Ça, c'est les 2 actions gratuites qu'on a. On va revenir un peu sur la physionomie, la typologie un peu des cartes pour regarder plus en détail qu'est-ce qu'on peut avoir dans nos cartes, et c'est là le moteur du jeu évidemment, c'est qu'est-ce que font les cartes du jeu. Donc on a dit qu'il y avait 4 factions, on les a présentées tout à l'heure. Elle, par exemple, elle nous dit que c'est quoi? C'est une créature. On peut avoir des créatures qui sont des guerriers ou des magiciens. Là, par exemple, ici, c'est un mage. On va pouvoir avoir un guerrier qui est ici. Voilà, donc ça c'est l'iconographie, parce que des fois, ça va évidemment, comboter un peu des jeux de cette famille. Vous allez comboter si vous avez en général plein de cartes de la même famille. En général, ça va bien marcher ensemble. Vous pouvez comboter avec plusieurs familles, mais en gros, au début du jeu, en fonction des cartes que vous allez tirer, vous allez essayer de trouver le meilleur moteur de jeu possible pour que vos cartes fonctionnent ensemble. Des fois 2 familles, ou pourquoi pas 3, mais c'est vrai que les cartes de la même famille vont avoir, en tout cas, une spécificité souvent un peu identique. Donc, ça c'est juste l'identification de ma carte. Le coup, on a dit, donc je défausse des cartes, le temps qu'elle va mettre pour arriver, les points de victoire en fin de partie. Une fois qu'elle est dans ma compagnie, si j'ai le symbole flamme jaune qui est visible en tuile sortie, je pourrai à tout moment durant mon tour activer l'effet, et dans ce cas-là, je vais mettre un petit jeton comme ceci là-dessus pour l'activer sur mon tour, et après, à la phase d'entretien, j'enlèverai ces jetons-là. Et j'activerai, par exemple, un effet flamme de ma compagnie également. Donc c'est un peu un truc à combo. Les flammes, les effets flammes, si on regarde le plateau, on voit qu'il n'y en a qu'un, alors que des autres couleurs, il y en a à chaque fois 2, donc les flammes sont plus fortes. Donc là, ça nous permet d'activer à nouveau une flamme, alors que logiquement, ça s'active qu'une fois durant en fonction de chaque tuile. Voilà, bref. Voilà pour celle-ci, au niveau de l'anatomie. Si on prend celle-là, bon, on va pas expliquer tout ça, j'ai expliqué, mais en haut à droite, vous voyez que ici il y a marqué 0, c'est la valeur de combat. Quand on va aller conquérir une source, on va avoir besoin d'une valeur de combat, elle est marquée en haut à droite. Donc ici, le bas de la carte, on voit que si jamais on a la tuile avec la flamme rouge de sortie, on va pouvoir activer donc nos effets flamme rouge, qui elle nous dit, par exemple, on va pouvoir jouer une carte, donc gratuitement, parce que par l'effet gratuit de la flamme rouge, on va jouer une carte si on a une de la main de la faction du bois, en payant 2 de moins en carte. Donc c'est-à-dire que si on a une carte à jouer qui coûtait 3, elle coûtera plus qu'une carte, et 2 de temps en moins. Donc si elle avait 1 ou 2 de temps, elle pourra arriver direct, et sinon on va réduire en tout cas son temps. Donc c'est là où on voit qu'on va avoir après des combinaisons. Par exemple, elle nous dit qu'en fin de partie, cet effet-là nous dit qu'en fin de partie, on gagnera 1 point de victoire pour chaque carte de feu qu'on a dans notre compagnie. Attention, pas dans notre forêt, dans la compagnie qui sont déjà sortis de notre forêt. Et on va avoir des combinaisons, genre par exemple, donc ici ça c'est plutôt artefact, qu'on a ici donc des objets, etc. Et on va avoir comme ça des cartes.
il y a Nat qui s'énerve. On va avoir des cartes comme ça qui font que, elles vont combiner entre elles. Elle, c'est un effet instantané au moment où elle sort de la forêt. Dès qu'elle arrive dans notre compagnie, on va activer l'effet, donc l'effet de source, on verra tout à l'heure, de l'une de nos sources. Donc l'effet 1 de l'une de nos sources, qui sont pas encore fortifiées, on y viendra. Et elle a une valeur de combat de 3. Et on va avoir comme ça des combos, par exemple, on va pouvoir piocher plein de cartes, on va pouvoir embêter les adversaires. Elle arrive direct, elle a une grosse valeur de combat, on voit que c'est un guerrier, par contre il n'a pas d'effet particulier. Elle en effet, c'est dès qu'elle arrive, ça marchera qu'une fois, comme on disait tout à l'heure, ça c'est l'effet instantané. Hein. On va piocher une carte, hein, et chaque adversaire défausse une carte. Souvent, cette faction-là, il va y avoir des interactions entre les joueurs qui vont faire que, on va embêter les autres joueurs, on va leur piquer des cartes, enfin, on va leur faire défausser des cartes, on va leur faire défausser des points de victoire, etc. Donc, à chaque fois, comme ça, il va y avoir différents effets en fonction des cartes, et après, elles vont évidemment plus ou moins combiner entre elles. Celle-ci, par exemple, c'est un effet continu, qui dit qu'on prend un point de victoire à chaque fois qu'on fait arriver dans notre compagnie un artefact. Et donc là, vous voyez un petit peu les idées des combos, hein, puisqu'on va avoir après plein de cartes, on va essayer de comboter en disant, je vais faire des familles d'artefacts, puisque je gagnerai un point de victoire à chaque fois, ou je vais essayer d'avoir des combattants, ou je vais essayer d'avoir certains effets, etc. Donc c'est là où on a vraiment côté engine building. Si on revient sur notre plateau de jeu ici, donc quand on va jouer, on a expliqué donc comment ça fonctionnait, on faisait une action, puis autour de la table, chacun fait une action, puis ça revient à moi, et je vais faire une deuxième action, piocher 2 cartes, ou jouer une carte, peu importe, et après, une fois que tout le monde a fini, ces 2 actions, là du coup on va faire la phase d'entretien, qui est quoi? Qui est d'enlever les cubes actions, évidemment, les 2 actions qu'on a jouées, on va enlever aussi les petits cubes, ça si jamais on avait des actions gratuites, on va enlever, défausser ces petits jetons là pour dire qu'on pourra les réactiver quand il y aura les bonnes couleurs. Si on a plus de 10 cartes en main, il faudra défausser pour avoir au maximum 10 cartes en main. On passe le jeton premier joueur au joueur suivant et c'est reparti, rebelote. Là, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde ensemble va faire bouger sa forêt, si on peut dire ça comme ça. Là, ou en simultané, s'il n'y a pas de problème, on va pouvoir activer les cartes qui vont sortir. S'il y a des soucis de tempo, ça sera à partir du premier joueur dans l'ordre du tour, qui vont activer les cartes qui vont sortir. Ensuite, on va tous piocher une carte, et après, à partir du nouveau premier joueur, qui est celui d'après le prochain joueur précédent, on va jouer nos actions encore une fois. Voilà comment ça se passe. On va parler des sources, on va regarder en détail un petit peu qu'est-ce que c'est qu'au niveau des sources. Et là, on voit que les sources, on en aura 2 au hasard. Et ces sources, comment on va faire? On va pouvoir les conquérir. Donc, quand c'est notre tour de jeu, on va pouvoir faire l'action qui est ici. Hop. Donc, mettre une action pour essayer de récupérer une source si on n'en a pas. Hop. Et donc, on va revenir ici. Pour récupérer cette source, si personne l'a, il nous faudra une valeur de combat de 1. Ça sera pas très dur pour la récupérer. D'accord? Et quand on l'a, on va piocher 2 cartes. Et à la fin de la partie, si on l'a toujours, on aura 2 points de victoire. Et s'il y a une tuile bleue disponible, de sortie de la forêt, on pourra même faire l'effet gratuit qui est de jouer une carte. Ça, je vais la récupérer. Super. Et par contre, si je veux plus jamais qu'on me la vole, il faudra que je la fortifie. Donc sur un prochain tour, ça se fait en 2 tours, il faudra que j'ai 4 de valeur de combat ici. C'est-à-dire qu'en gros, je vais mettre, si je veux la fortifier, je vais mettre une, c'est 0, ça marche pas. Il nous explique, Nat, il est en train d'écouter en même temps. Et oui, vous avez les petits bruits derrière de Nat, que vous voyez pas. Lui, le 3 de combat, je pourrais le mettre dedans. D'accord? Et à l'arrivée, je pourrais toujours pas la fortifier la deuxième fois, faudrait que je rajoute des créatures dedans pour avoir une valeur au moins de 4 pour refaire l'action et la fortifier. Si je le fais, je vais pouvoir déplacer 4 cartes, gagner 6 points de victoire, et plus personne pourra me la voler. C'est comme ça que ça va marcher pour la fortifier. Dans ce cas-là, plus personne pourra la récupérer. Évidemment, entre-temps, si vous voulez pas que l'adversaire la fortifie, tu fais des petits sons, Nat, c'est ça en même temps? C'est mon fils qui fait des petits sons en même temps. Alors, c'est l'ambiance, c'est le fun derrière, il a envie de participer. Et donc là, vous voyez quoi? Vous voyez que si vous voulez empêcher quelqu'un de fortifier ça, sur son tour, il va pouvoir également faire l'action, donc de l'action des drapeaux qui est ici, hein, donc celle-ci, hein, que ce soit fortifié ou contrôlé. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Quelqu'un d'autre pourrait, avant qu'on les fortifie, venir avec une valeur de combat plus élevée que les créatures que j'ai dessous. Donc si j'ai par exemple 4, 5, 6, 7, il faudrait qu'ils viennent au moins à 8 pour me la piquer. Dans ce cas-là, mes créatures reviendront dans ma compagnie. Donc on peut piquer comme ça les cartes jusqu'à ce qu'elles soient fortifiées. Une fois qu'elles sont fortifiées, là par contre, pourquoi on peut plus les piquer? Donc il y a un jeu comme ça, un peu interactif de je vais pas laisser la personne garder la carte parce que s'il la fortifie, je pourrais plus lui reprendre. Et après, ça peut mettre fin aussi à la partie. Donc après, il y a les tempos qui jouent aussi là-dessus. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour la défense? Sur votre tour de jeu, en action gratuite, vous pouvez rajouter des cartes de votre compagnie là-dessous, mais dans ce cas-là, elles serviront plus pour leurs symboles qui sont ici, enfin pour les effets qu'elles ont ici. S'il y a des effets flammes, elles pourront plus les faire.
Donc c'est dès que c'est sous la source, tous vos effets flammes pourront plus être activés, mais ça marchera toujours ce que vous avez en haut pour les valeurs de factions, s'il y a un truc avec des factions, etc. Si par contre vous les fortifiez, là pour le coup il n'y a plus rien qui marche, ni les symboles de guilde, ni ce qui est dessous. Par contre en fin de partie, vous aurez, évidemment, vous ressortirez vos cartes qui étaient dessous pour gagner les points de victoire. On avait dit qu'il fallait 12 cartes dans la compagnie pour mettre fin à la partie. Quand vous avez une source vaut pour 2 cartes. Donc ça veut dire que si vous en avez 6 dessous, bah c'est comme si vous aviez que 2 cartes dessous. Donc ça aussi, faut bien le compter pour le jeu. Donc ces sources-là font quand même que ça donne un truc en plus dans le jeu d'interaction, de se dire est-ce que je vais la piquer maintenant, sachant que si je la prends, la personne peut peut-être me la repiquer derrière à son tour et que je pourrais pas en même tour de jeu la récupérer et la fortifier. Et si les autres ils ont pas de valeur de combat suffisante, bah peut-être que sur le tour d'après je pourrais la fortifier, et ça peut aller assez vite, hein, parce que si vous avez des valeurs basses de fortification, 7 et 4 par exemple, vous pouvez rapidement mettre fin à la partie. Donc ça c'est une grosse partie aussi du jeu sur cet aspect-là. J'ai expliqué toutes les règles et un peu les iconographies, etc. du jeu, et maintenant bah, je vais vous dire ce que j'en pense pour les joueurs, pour qui c'est destiné, et après un peu les retours aussi des joueurs avec qui j'ai joué, et ensuite on finira de qu'est-ce que moi j'en ai pensé évidemment du jeu. Voilà, évidemment si ça vous plaît n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit commentaire. Allez, c'est parti pour la suite. Maintenant que nous avons vu les règles en détail, la présentation du jeu, le matériel, etc., il est temps de savoir si ce jeu est fait pour vous ou non, parce que là vous n'y avez pas joué, moi j'y ai joué pas mal. Alors, clairement, l'avantage de ce jeu, c'est que ça initie les joueurs famille à ce genre de jeu un peu à combo, où on va vraiment avoir des cartes comme ça, qu'il va falloir réfléchir à quelle carte va bien ensemble. Et évidemment, c'est pas non plus, c'est pas le jeu ultra grand public dans le sens où c'est pas un jeu d'ambiance, mais vous allez pouvoir faire quand même venir pas mal de monde dessus, parce que les règles vont s'expliquer, vous avez vu, en 5-10 minutes maximum, et les parties sont assez rapides. Alors maintenant que nous avons vu les règles, la présentation du jeu et le matos, ce jeu est fait pour qui? Eh ben écoutez, il est fait pour un public famille plus de initiés, on va dire, hein, parce qu'évidemment c'est pas un jeu d'ambiance non plus, mais les règles s'expliquent facilement, et même des gens qui ont envie d'aller un peu plus loin dans les explications de jeux de société, c'est tout à fait jouable, même ceux qui jouent presque jamais. Il y a tout qui est marqué sur les cartes, c'est très visible quand on va jouer, donc on peut même expliquer ce qu'il y a une fois qu'on a joué la carte. Donc c'est assez simple, et ce qui est rigolo, c'est que vous allez pouvoir avoir des joueurs des gens qui sont pas trop habitués aux jeux de société, qui vont même pouvoir gagner des gros joueurs, parce qu'il y a quand même une variance dans les cartes en fonction de ce que vous allez tirer en début de partie. Ça va quand même orienter un peu la puissance de votre jeu. Donc à l'arrivée, vous pouvez gagner des gens qui sont très habitués à jouer à des gros jeux experts, et ça peut frustrer ce jeu les gros joueurs experts, parce qu'il peut y avoir un côté aléatoire au début dans le tirage des paquets. Vous entendez d'ailleurs mon fils qui fait une petite chanson derrière. Donc voilà, moi j'ai eu ce ressenti-là de, effectivement, pour moi j'ai pu, une fois j'ai perdu contre ma mère, une fois j'ai mon frère qui a gagné contre moi, j'ai gagné contre des joueurs qui étaient des gros joueurs. Il peut y avoir un peu une déception, on va dire, des gros joueurs, dans le sens où on va avoir un contrôle évidemment sur le choix qu'on a dans nos cartes, mais les 7 cartes qu'on a au début vont quand même avoir une importance assez, ça va être assez important, et les tirages aussi. Alors, faut savoir, je crois qu'il y a deux fois les mêmes cartes, je crois, dans tout le paquet, mais en gros, évidemment, si vous tirez des cartes qui synergisent pas très bien ensemble, vous pouvez vous retrouver un peu frustré de pas avoir un moteur de jeu, comme on dit, qui soit efficace par rapport à celui de vos adversaires, qui pourraient avoir des trucs de ouf, de vous contrer, de vous bloquer, d'avoir moi c'est vrai que ça peut m'arriver d'avoir, la dernière fois j'ai eu 2 fois plus de points, ou 3 fois plus de points que l'adversaire, parce que j'ai un moteur de jeu par exemple qui va peut-être mieux fonctionner. Donc ça, c'est un des points importants. L'autre chose, c'est qu'on a quand même un jeu avec, malgré tout, des interactions. Ça, c'est important à savoir. Donc voilà, c'est un jeu qui peut frustrer ou décevoir les joueurs qui sont habitués à bien calculer, à gagner souvent. Si tu gagnes contre des gens qui sont... après, c'est sympa aussi. Je trouve ça cool d'avoir des jeux comme ça où tu peux te faire surprendre, parce qu'effectivement, tu peux avoir la frustration du hasard des cartes. Mais en même temps, par contre, l'ambiance de jeu, le fait que ce soit pas très long, etc., fait que on peut tout à fait se faire plaisir. Donc moi, pour résumer, tous les gens à qui j'ai fait jouer, quand c'est des joueurs qui étaient pas habitués aux jeux de société, ou qui a fait que quelques parties de jeu par-ci par-là, ils ont vraiment apprécié le jeu. Pour les joueurs initiés plus experts, ça a été mitigé. Certains qui ont dit oui, j'ai passé un bon moment, d'autres qui ont été un peu frustrés de leur partie. Et c'est là où, petit twist, je pense, de vous dire, c'est que
ce qui peut être intéressant si vous jouez vraiment avec des joueurs plutôt initiés et que vous connaissez un peu le jeu, évidemment c'est le genre de jeu où quand vous connaissez pas les cartes, vous pouvez vous dire je sais pas trop au début où je vais, et il faut connaître un peu le jeu aussi pour se dire comment ça va pouvoir comboter. Mais si vous trouvez pas les cartes qui vont ensemble, c'est compliqué. C'est un jeu où malgré tout dans ce genre de jeu souvent il n'y a pas trop d'interaction. Là le fait qu'il y ait des sources avec les combats, il y a quand même de l'interaction avec les combats des sources, et le fait qu'il y a certaines cartes qui font défausser les cartes des adversaires, enlever des points de victoire, donc il y a quand même de l'interaction. Si les gens veulent pas d'interaction dans les jeux, ça peut vous déplaire. Moi pour le coup j'ai bien aimé parce que j'aime bien quand il y a de l'interaction dans les jeux. Ce que je vous conseille, petit conseil de Gab, c'est quand vous tirez vos 7 cartes au début, d'avoir en fait un draft. Donc vous prenez les 7 cartes et vous en choisissez une et vous faites passer à votre voisin et vous faites le tour de table comme ça jusqu'à ce que vous ayez récupéré cette carte. Ça permettra d'avoir plus de choix dans vos options plutôt que d'avoir que votre 7 cartes si elles peuvent pas bien comboter ensemble, et ça peut être intéressant du coup de faire ce draft là. Donc le draft de mise en place peut déjà énormément changer l'équilibre du jeu, dans le sens où comme ça vous allez pouvoir quand même imaginer un peu des combos avec les cartes qui vont tourner, puis ça sera plus équilibré que quelqu'un qui a un super tirage et l'autre non. Donc ça c'est un truc très simple à faire dans le changement des règles qui peut améliorer quand même l'équilibrage du jeu. Et après par contre sur la pioche, c'est clair que quand vous allez piocher une carte, pour le coup, quand vous allez piocher une carte, vous aurez pas trop le choix. Ça pourrait être intéressant d'avoir des cartes visibles, pourquoi pas aussi, au lieu de dire je pioche une carte face cachée, de dire tiens, je vais mettre le même nombre de cartes de nombre de joueurs plus 1. Si vous jouez à 2 joueurs, vous mettez 3 cartes face visible dans une rivière, et quand c'est votre tour au moment de piocher, vous piochez parmi les cartes visibles plutôt que de piocher parmi un paquet que vous savez pas ce que vous avez. Ça peut donner aussi encore une fois un peu plus de possibilités dans le choix des actions. Et ça, c'est des trucs qui sont pas compliqués à changer et qui peuvent permettre d'aller d'enlever un peu de la variance et du hasard. Encore une fois, je pense que quand vous jouez en famille et avec joueurs initiés, vous n'avez pas besoin spécialement de vous prendre trop la tête. Après, souvent, c'est j'ai perdu, on s'en fiche, pas grave. Mais si vous voulez vraiment avoir un jeu qui soit plus vous allez y jouer, plus vous voulez avoir envie de jouer contre les autres et puis vous affronter à niveau égal, on peut dire ça comme ça. Je pense que ce système de draft ou de rivière visible peut améliorer quand même cette déception là des joueurs. C'est vraiment ce qui est ressorti. Je crois que j'ai eu quand même 20% des joueurs, ceux qui étaient habitués au jeu, qui avaient un peu ce côté un peu négatif de dire mais je suis trop dépendant des cartes que j'ai eues, et par rapport à l'autre il y a un gap qui peut être déplaisant. Voilà, donc ça c'est un peu mes conseils. Sur mon avis après sur le jeu, comme je disais, le fait qu'il y ait des interactions, ça m'a plu. Je trouve quand même que les sources, je me disais tiens on peut jouer en focus que sur un aspect, mais je trouve quand même que les sources c'est quand même très fort, et de se priver de dire tiens je vais prendre 0 valeur de combat et je vais laisser l'autre prendre les sources, si du coup l'autre il a les 2 sources et que vous aviez un moteur de jeu qui met du temps à se mettre en place, et si l'autre rush les sources, à l'arrivée vous pourrez pas, la partie se mettra vite à la fin, ça se finira rapidement. Donc il y a un peu côté, je pense, dans ce jeu on est obligé malgré tout d'avoir un peu des points de combat pour aller empêcher les autres de valider une source un peu trop vite, et après à l'arrivée ils finissent le jeu un peu trop vite, et même au niveau des points de victoire. Voilà, donc ça, les sources, à la fois c'est bien, à la fois je trouve que le fait je trouve que c'est un peu fort au niveau des points de victoire, parce que ça dépend des sources que vous allez tirer aussi. Il y a des sources qui sont un peu moins fortes, mais certaines qui vous donnent plus de 10 points, à l'arrivée ça peut être trop fort par rapport à ce que vous allez gagner dans vos combos. Donc il peut y avoir un peu la frustration de dire j'ai fait des super combos dans mon moteur de jeu, et à la fin celui qui a juste récupéré 2 sources, il fait presque plus de points de victoire que moi, alors que j'avais trouvé un super moteur de jeu. Ça peut être un peu frustrant. Voilà, il y a un peu les deux côtés. Alors pour conclure sur cette vidéo, au niveau de mon avis sur le jeu, c'est un jeu que je vais sortir régulièrement, que je sors déjà régulièrement, mais que je vais sortir toujours régulièrement pour jouer en famille, pour jouer avec des personnes qui sont pas des gros joueurs, parce que c'est rapide, parce que ça s'explique vite. De temps en temps avec des joueurs un peu plus initiés experts, si vraiment on n'a pas de temps, mais globalement c'est pas un jeu que je vais sortir avec des gros joueurs, parce qu'il n'y a pas d'intérêt au niveau de l'équilibrage, au niveau de la profondeur du jeu, etc. Donc ça va être vraiment mon jeu, on va dire, un de mes jeux famille, et je pense que ça fait partie des jeux familiaux que je vais sortir régulièrement, pour ça en tout cas, pour tout ce que j'ai dit au niveau de la beauté du matos, le gameplay que j'aime bien, etc. Mais je vais pas, encore une fois, je peux pas le comparer à tous les gros jeux de la chaîne ou tous les gros jeux que j'aime bien. C'est pas un top de mes jeux, mais par contre
c'est peut-être un jeu que je sortirai bien plus souvent que les gros jeux experts parce que, comme je vous ai dit juste avant, je peux jouer avec tout le monde, etc. Donc voilà, donc pour moi, c'est un chouette titre qui a ses inconvénients et ses avantages, donc c'est pour ça que ça peut être un peu clivant. Il y a des gens qui peuvent pas du tout aimer, d'autres qui peuvent aimer pour les différentes raisons que j'ai citées, peut-être d'autres aussi évidemment. Mais en gros, pour jouer en famille, c'est oui plus. Par contre, pour jouer entre joueurs experts, ou enfin voilà, quand je dis joueurs experts, c'est toujours un mot pas terrible, mais pour joueurs qui ont envie d'avoir un peu un jeu avec beaucoup de profondeur, un gros équilibrage, etc. Je pense que c'est pas ce jeu, il est pas fait pour vous. Si c'est en tout cas votre entourage de joueurs. Voilà. Maintenant, si vous cherchez quelque chose à ressortir rapidement et avec une mécanique qui tourne plutôt sympa, etc. Et ben là, pour jouer en famille, c'est plutôt bien. Et voire même là, quand je vous en parle, je me dis que dans les jeux que j'ai du style, il y en a pas 50 où je peux jouer avec ce genre de jeu-là, donc ce plaisir que je peux avoir pour faire des parties rapides en famille. Voilà, donc un titre que je sortirai très régulièrement pour jouer en famille, presque jamais pour jouer avec des gros joueurs quand ils viennent à la maison, quand on se voit de temps en temps. C'est pas le jeu que je vais ressortir, hein, quand on a un peu de temps. Si j'ai plus on va dire de 1 heure et demie devant moi, clairement je vais pas sortir ce jeu-là, hein, j'en sortirai un autre. Mais si j'ai pas beaucoup de temps, même une soirée, tiens, t'es un peu fatigué, tu sais pas trop quoi faire, tu dis tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire à la maison, ou même à deux, voilà, à deux tranquillou, c'est un jeu que vous pouvez sortir. J'espère que ça vous aura aidé cette vidéo et que ça vous permettra de vous positionner sur est-ce que le jeu est fait pour vous ou non. Je pense qu'il faut vraiment bien y réfléchir quand même parce qu'il y a les deux, voilà, il y a les deux publics, mais en tout cas il plaira pas à tout le monde, c'est clair. Donc il faut vraiment savoir est-ce que ce jeu est fait pour vous. J'espère qu'en tout cas cette vidéo aura répondu à la question. Et sur ce, en tout cas je vous invite à, je vois je me trompe, à vous abonner, c'est par là. À mettre un petit commentaire et puis à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, etc., etc. Allez, à bientôt et encore merci à Trafin pour la copie presse.